Bonjour à tous et à toutes. Je suis Renato Rodriguez-Lefebvre, responsable des entretiens pour la revue Postscriptum. J'espère que tout le monde parvient à bien m'entendre en ce moment. Je suis très, très content de voir autant de personnes pour ce deuxième entretien qui s'inscrit dans une série portant sur la recherche-création. Nous invitons des auteurs et des autrices émergentes en littérature québécoise pour leur poser des questions plus ou moins profondes sur leur œuvre ou leur rapport à la création. J'aimerais tout simplement présenter assez rapidement la revue Postscriptum pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, au cas où. Nous sommes une revue gérée par des étudiants et des étudiantes en littérature comparée au cycle supérieur, quoique deux de nos membres soient en littérature de langue française. Et nous organisons des colloques, des numéros publiés virtuellement, des entretiens virtuels depuis la pandémie, et également nous publions des comptes rendus sur des ouvrages littéraires ou également des ouvrages académiques publiés de façon plus ou moins récente, de façon récente, je veux dire. Et pour faire ce deuxième entretien, j'ai l'honneur de recevoir Kevin Lambert. Kevin, merci beaucoup de te prêter à cet exercice. Je vais probablement te remercier à nouveau à la fin de l'entretien. J'aimerais simplement rappeler que tu es toi aussi étudiant au doctorat en recherche-création en littérature de langue française. Et ton premier roman, Tuez-moi ce que tu as tué, publié en 2017, a été rapidement suivi d'un deuxième roman, Querelle de Roberval, qui a été republié en France en 2019 et sobrement renommé Querelle, publié aux Nouvelles Attila. Et au succès critique de tes œuvres s'ajoutent également des implications dans le milieu des lettres. Tu as coordonné, sauf erreur de ma part, un numéro chez Spirale et également un numéro de Lettres québécoises sur les écritures queer qui devrait paraître sous peu, si je ne m'abuse. Je fais Ouais. pas... Merci. Et donc, pour présenter le sujet de cet entretien, bien, comme l'indique le titre Querelle et autres corps dystopiques, j'ai voulu faire un clin d'œil peut-être pas si subtil à une leçon, conférence donnée par Michel Foucault, que vous connaissez peut-être tous et toutes, qui est Le corps utopique ou encore l'utopie du corps. Il y a deux variations sur le titre, mais la conférence est la même. Et pour un peu nous s'inspirer, j'aimerais simplement lire une citation provenant de ce même texte. Donc, je cite ce cher Michel Foucault. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Et donc, c'est un peu cette citation qui m'a inspiré, disons, le titre de cet entretien et éventuellement certaines des questions qu'on te posera, cher Kevin. J'aimerais simplement spécifier aussi que je co-anime avec Eric Stout, qui est aussi membre de la revue Postscriptum, qui étudie en littérature de langue française, mais qui a étudié en littérature comparée, donc il se charge d'espionner pour nous dans le département voisin du nôtre. Eric, je ne sais pas si tu veux que je lance les hostilités, ou enfin que j'ouvre le bal plutôt. J'ai peur. Hein. Non, je te rassure, Kevin. Je ne vais pas te massacrer, mais je peux lancer sinon la première question si je suis autorisé à le faire. Donc, c'est bon. Merci, Eric, de ton signal, de le signaler par ton visage. Donc, cher Kevin, j'aimerais tout d'abord, je vais un peu me contredire, en fait, mais il s'agit un peu d'une blague, en fait, le titre Querelle et autres corps dystopiques. Parce qu'au-delà du clin d'œil que j'ai fait, que j'ai annoncé à Foucault, je voulais pas seulement porter l'attention au corps de Querelle comme un corps perturbateur, fantasmatique ou cauchemardesque pour les normes hétérocentrées, mais également, je voulais faire clin d'œil à la dystopie même que contient la cellule familiale classique. Or, dans un texte qui a été publié avant Querelle de Roberval et qui se nomme Édouard à 16 ans, tu montres bien, à mon sens, en quoi l'internalisation de valeurs hétéro peut bel et bien écraser et même avaler une personne, s'adonnant pourtant longtemps à des plaisirs moins compatibles avec un mode d'être rangé et calmement obéissant. Et dans Querelle, à mon sens, la dimension dystopique de ces valeurs est bel et bien montrée aussi. Je pense que dans plusieurs passages, disons qui montre ce côté dystopique propre aux familles hétéro, qui essayent, disons, d'être hétéro autant que possible. Il y a un passage que je trouve très, très puissant qui nous décrit le charisme paradoxal qu'exerce Querelle et sa légende sur les pères et mères de famille. En quelque sorte, Querelle ne vient pas détruire les familles et les valeurs qui les supportent. Il ne fait peut-être rien d'autre, et ce, inconsciemment, que de montrer les lignes de désir refoulés au sein de ces familles.
cet aspect donc dystopique que j'essaie de nommer, est-ce que c'est une de tes cibles préférées? Je sais pas si je l'aurais posé en termes de dystopie ou d'utopie, mais c'est très intéressant ce que tu lis de Foucault, mais j'en retiens aussi l'idée d'un emprisonnement dans le corps, presque, tu sais, l'idée qu'on peut pas changer de corps ou qu'on peut pas quitter son corps. Puis c'est des sujets très intéressants qui me touchent aussi. Euh, mais comment répondre? Ben, parlons peut-être de la famille. On pourrait se demander, c'est quoi la relation entre la famille atomique, nucléaire, puis l'homophobie. Je pense que c'est une des questions qui m'a travaillé beaucoup dans l'écriture. Puis dans Querelle, une des réponses que je trouve ou que j'essaie d'explorer, c'est comment la... C'est ça, Querelle, une sorte de personnage fantasmatique pour moi. Donc, ben, c'est à la fois un personnage fantasmatique, mais c'est aussi un vrai gars, tu sais, c'est aussi un personnage qui existe. Mais aussi parce que le fantasme fonctionne comme ça. Le fantasme a besoin d'une sorte de support qui est banal, qui est quotidien, qui est un individu ou un objet comme un autre. Euh, pour s'élever sur cette base-là, si on veut. Donc, j'ai essayé de travailler dans la narration la sorte de double existence de Querelle, qui soit à la fois un dude bien ordinaire qui est ami avec ses collègues, puis qui sort prendre des bières, puis qui couche avec du monde, mais à la fois une sorte de croque-mitaine, une sorte de personnage presque mythologique. Il y a un côté survenant, il y a un côté aussi... je m'étais inspiré pour le penser du personnage de Théorème de Pasolini. Tu sais, chez Pasolini, il est très christique, ce personnage-là. Moi, il est peut-être un peu moins, mais tu sais, quand même, donc, en travaillant à la fois un personnage très. C'est un personnage que je pourrais connaître, Querelle, tu sais, j'aurais pu l'avoir déjà rencontré ou presque. Puis en le traitant aussi comme une sorte de figure presque mythique, je voulais aborder cette espèce d'entrelacement-là du fantasme et du réel, où la narration, en fait, nous permet. En fait, la narration se situe à ce niveau-là. Donc, la narration ne sert pas nécessairement, à mon avis, à trancher et à dire qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme et qu'est-ce qui est de l'ordre du réel, mais elle sert à tenir cette ligne-là. Puis, c'est ça, une des hypothèses que j'ai trouvées, qui est une hypothèse littéraire, mais qui est une hypothèse qu'on pourrait pas, je pense, tenir si j'étais sociologue ou si j'étais, je sais pas, journaliste, documentariste ou quoi que ce soit, mais en littérature, je pense que c'est ce que je voulais questionner, en fait, c'est la relation entre le pouvoir du père dans la famille traditionnelle, disons, nucléaire, sur les enfants, puis l'homophobie. Mais puis d'analyser cette crainte-là d'un autre homme qui viendrait enlever le fils ou l'enfant, c'est cette crainte-là de l'analyser comme une forme de désir incestueux refoulé. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un passage sur le désir des pères qui est assez, c'est ça, pédophile puis incestueux. Euh, Parce que je pense que, quand même, ben, moi, je crois à l'inconscient, je crois à la psychanalyse, mais je pense qu'il peut y avoir, je dis pas que c'est toujours comme ça, puis que dans toutes les situations, ça se passe comme ça, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, parfois, dans l'homophobie, puis dans l'espèce de maintien que cherche à faire le patriarcat de l'hétérosexualité comme norme, disons. Mhm. Je sais pas si ça répond. Oui, oui, ça donne des éléments de réponse. Je ne sais pas si Eric, tu voulais nous relancer. Ouais, ben, je vais peut-être rebondir sur le côté sociologique que tu as mentionné. Euh, la dernière entrevue qu'on a fait, c'était avec Fanny Demeul, son roman Au clair naturel. Et ce qui m'avait beaucoup frappé en lisant son roman, c'était le côté justement, vraiment, on était très focalisé sur le point de vue d'un personnage, et tous les autres personnages en fait apparaissaient comme simplement des gens qui allaient plus ou moins confirmer ou infirmer ce qu'elle elle pensait, mais tout était concentré sur elle. Et en lisant ton roman, au contraire, il y a vraiment une impression de fresque, presque d'entendre tout un tas de voix. Je me demandais d'abord si tu pouvais peut-être t'exprimer un peu plus sur ce côté sociologique, là, comme on dirait, mais tout en notant que, comme tu le dis, que c'est pas un essai de sociologie. Et puis aussi, peut-être,
est-ce que toi, tu t'identifies, puisqu'on est sur cette question du collectif, à une génération d'auteurs, d'autrices québécois, dont Fanny Demeul, dont toi ferais partie et dont d'autres feraient partie. Voilà, tu peux prendre cette question comme tu veux. OK. Ben, je vais commencer par la deuxième parce qu'elle me semble plus simple un peu à répondre, mais si tu sais, je sais pas, c'est toujours c'est compliqué ça parce que tu sais, je lis mes amis et plusieurs de mes contemporains parce qu'il y a quand même beaucoup de livres qui sortent, puis c'est dur des fois de rester à jour sur tout. Mais donc, tu sais, oui, je lis beaucoup les auteurs de mon âge et tout, mais moi, je sais pas, on dirait que je me sens trop proche. J'ai la misère à avoir un portrait d'ensemble, tu sais, puis à avoir des tendances qui se dessinent ou un mouvement. Tu sais, je veux dire, il y a pas de. On n'est pas à une époque où on fait des regroupements, où on fait des manifestes, où on a des. S'il y a une tendance que je vois, puis son impact esthétique reste une question à poser. Il faut voir comment esthétiquement dans les œuvres ça se traduit ou quel impact ça a. C'est celle de l'importance aujourd'hui de la recherche-création. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs. Puis en même temps, il faut pas. Ça peut avoir l'air d'un phénomène récent quand je le dis comme ça, mais il faut savoir que au Québec, à partir des années 70, les gens commencent à être formés en recherche-création. Puis il y a des poètes, des écrivains qu'on connaît aujourd'hui, qu'on ne sait même pas, qui ont étudié en recherche-création. Carole David, Jean-Paul Daou, André Roy, il y en a plein que j'oublie, là, mais donc il y a aussi des poètes complètement d'une autre génération qui sont passés par le même système. J'ai l'impression qu'il était moins central peut-être ou moins incontournable que en tout cas, moi, les gens dans mon entourage ou de mon âge qui écrivent aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que s'ils ne sont pas passés par la recherche-création, ils sont passés par l'université. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de trait du présent ou qui est assez significatif depuis quelques années. Mais après, c'est ça, ça donne toutes sortes d'esthétiques vraiment différentes. Ça donne un discours peut-être un peu plus nourri sur les œuvres ou sur une sorte de background théorique qui permet d'avoir un. Mais après ça, c'est ça, il faudra voir, je sais pas, dans le futur, comment vraiment ou quel impact ça a eu sur la forme des textes. Ça, je pourrais pas dire, on dirait. Puis c'est ça, tu mentionnais le dossier de Spirale que j'avais dirigé. C'est un peu cette question-là qu'on voulait se poser, tu sais, qu'est-ce que. En fait, on invitait les critiques, les lecteurs et les lectrices à lire des œuvres d'auteurs puis d'autrices qui sont passés par la recherche-création, puis à les mettre en rapport avec du travail théorique ou critique que ces auteurs et ces autrices-là ont fait, pour voir est-ce qu'il y a un lien, comment ça s'explique les deux. Puis évidemment, le constat, c'est qu'il y a plein de liens. C'est que quand tu fais une thèse sur un sujet, ben après ça, le roman que tu écris, il est infusé de ce sujet-là, puis on sent toutes sortes d'influences, à la fois de l'auteur qui est étudié, des théories qui sont employées pour l'analyser. Donc, il y a plein d'échos, mais après ça, c'est ça. Dans ce dossier-là, on n'a pas réussi, c'était pas nécessairement non plus l'objectif, mais on n'a pas réussi à dresser un constat général, à dire voilà ce que ça donne un auteur de recherche-création, voilà ce que formellement ou même thématiquement ça ressemble à ça. On n'a pas réussi à arriver à une conclusion de ce genre-là. Donc ça, c'était pour le côté plus. Sinon, sur le fait qu'il y a, disons, le multiple dans le roman, le fait qu'il y a une multiplicité de points de vue, de personnages, c'est que ben, mon premier livre, juste pour le dire un peu vite, c'est plus un peu de l'autofiction. C'est comme une forme d'autofiction avec beaucoup de fiction, disons. Donc, je me suis plus basé sur des choses que j'ai vécues, que j'ai transformées, que j'ai maquillées. Donc, il y a une structure un peu plus centrée sur un personnage, c'est un texte au jeu. Mais dans Querelle, j'avais le sentiment que pour poser les questions politiques, puis même formelles ou esthétiques que j'avais envie de poser, la forme du jeu, la forme aussi du point de vue d'un protagoniste marchait plus vraiment. J'avais besoin d'avoir plus une sorte de pluralité de points de vue qui sont des fois aussi en désaccord, puis qui sont des fois. Puis comme tu le dis, c'est ça qui est difficile aussi avec le roman. Ça peut être très intéressant. Là, je veux pas. Mon objectif, c'est pas du tout de mettre d'établir une hiérarchie, mais quand on écrit, veut pas quand même, on se fait des sortes de motivations comme ça dans notre tête. C'est comme. C'est toujours dur parce qu'on peut avoir, je peux toujours avoir l'air de, quand je parle de querelle, de dire du mal de l'autofiction, mettons. Puis peut-être que pour l'écrire, j'ai eu besoin d'en penser un peu, mais d'un point de vue, je sais pas, intellectuel, je pense pas de mal de l'autofiction. Puis
la plupart des auteurs que j'aime font de l'autofiction, donc en tout cas, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est ça, donc ce que j'arrivais pas à faire, je pense, pour un texte comme ça, au jeu, c'est le différent, disons. C'est la confrontation, c'est la contradiction. J'avais l'impression que c'était trop monolithique, un texte au jeu. Puis, tu sais, dans les textes au jeu, je veux dire, on peut analyser toutes sortes de choses qui sont... tu sais, les narrateurs des textes au jeu sont souvent non fiables. Tu sais, il y a toutes sortes de... Il y a du jeu dans les textes au jeu. Tu sais, j'entends pas les réduire, là, ou dire que, disons, les textes au jeu sont simples, puis les textes avec plusieurs personnages sont multiples. C'est pas ça l'idée. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin, je pense, de trouver une forme dans le multiple, puis de trouver une forme dans le dissensus, ou une forme de roman qui puisse accueillir le dissensus, puis des points de vue politiques aussi complètement opposés, puis différents. Puis aussi, d'essayer que le roman soit pas une sorte de résolution de ça. Ça, j'ai essayé de travailler ça. Donc, inspiré par plein d'auteurs aussi qui ont fait ça. Là. Donc, j'étais à cette époque, au moment d'écrire Querelle, j'avais lu Vernon Subutex de Virginie Despentes qui m'avait beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Puis, pas longtemps après, Soif de Marie-Claire Blais, qui a un point commun avec Despentes au sens où il y a beaucoup de personnages dedans, mais qui est dans la phrase, dans le style complètement différent. Excellent. Pour moi, là, ça démarre très bien l'entrevue, tout ça. Et puis, non, c'est drôle, j'ai lu Vernon Subutex cet été et effectivement, j'ai eu un peu le même genre d'impression. Mais on en parlait un petit peu avec Renato quand on se parlait de l'entrevue et je pense que ce travail sur l'autre, il va notamment avoir des questions là-dessus. Donc, je le laisserai quand il le verra. Donc, je laisse la parole à Renato. Merci, Kevin. Mais tu peux continuer. Continuer ou parce que je vais poser une question mais qui va dans une autre direction. Vas-y. Pas de problème. Kevin, je tiens vraiment à m'excuser pour celle-là parce que ça va être un peu long, avant que j'en arrive au point d'interrogation, mais reste patient, je te jure. Là, ça va pas être peut-être un peu bizarre initialement, mais je te jure, je sais pas de te prendre au piège. Je vais me concentrer. Donc, en fait, c'est sur les titres de chapitres. J'ai une question qui est quand même étrange et qui elle-même est issue d'une expérience étrange que je vais aussi relater pour rendre ça un peu plus intelligible. Donc, les titres de chapitres sont souvent quand même des termes qui renvoient à du militantisme syndical et à tout son vocabulaire que toute personne en situation de grève a connu. Et initialement, je me suis essayé, surtout dans les premiers chapitres, de rechercher des correspondances entre les intitulés et le contenu des chapitres. Puis, pour moi, c'était évident que dans les derniers chapitres, c'est plus facile d'imaginer avec syndicalisme de combat, convention collective, premiers soins, un lien avec les événements qui s'y déroulent. Or, j'ai évoqué justement une expérience un peu bizarre. C'est quand j'ai commencé à relire ton roman, parce que j'avais lu une première fois en 2018, quelques semaines après que ce soit sorti. Et en commençant à le relire, donc, la fin de semaine dernière, j'étais plus ou moins chanceux parce que j'étais parmi les délégués de l'Association de littérature comparée à un congrès de la FECUM. Pour les personnes, je veux juste spécifier pour les gens si jamais il y a des gens qui ne sont pas à l'UDM, qui ne savent pas c'est quoi la FECUM, c'est une sorte de méga structure de toutes les associations étudiantes et où est-ce qu'on va envoyer des ordres de délégués, notamment lorsqu'on doit prendre des positions pour la FECUM, tout ça. Puis là, il s'est alors passé, alors que j'écoutais sur Zoom toutes les déclarations, les propositions, les demandes de vote, tout ça, c'est passé un rapprochement dont la nature n'était pas celle de la synesthésie, ni même celle d'une révélation. Je sentais simplement que, entre certaines des propositions de la FECUM et le contenu réel auquel elle pointait, il y avait une tension plus ou moins ironique. Puis pour donner un exemple, la majorité des gens qui sont au congrès sont des personnes, pour la plupart, blanches, et on essaie quand même de parler d'intégration de la diversité, pour paraphraser. Et donc, il semble qu'il y a quelque chose qui est un peu paradoxal là-dedans, qui est très, très drôle, qui est plus ou moins drôle quand on est en congrès, mais quand on y repense, c'est quand même un peu bizarre qu'on se préoccupe de ce genre d'enjeu alors que les personnes à qui on devrait en parler ne sont pas vraiment présentes. Et par ailleurs, l'expression même d'intégration de la diversité pourrait faire un très bon chapitre dans un roman comme le tien. Et suivant donc cette expérience dans ce congrès, je continuais à relire Querelle, et je pressens qu'il y a un procédé similaire, à ceci près que dans le cas du roman, c'est beaucoup plus lucide. C'est-à-dire que l'utilisation d'un vocabulaire bureaucratico-militant pourrait peut-être révéler, et là j'en arrive enfin
au point d'interrogation, mais est-ce que ça pourrait pas relever d'une volonté de montrer l'écart qui peut se creuser entre les mots qui constituent une lutte politique et la réalité parfois très crue de cette même lutte-là ou de cette même bataille politique? Oui, oui, c'est vraiment comme ça que je les avais travaillés. Ben, certains, il y en a qui ont un sens, il y en a qui ont un sens beaucoup plus littéral, comme tu l'as dit, là, tu sais. Le premier chapitre, me semble, c'est chiffre de nuit, donc, tu sais, c'est parce que c'est la nuit dans la chambre de querelle et tout. Donc, tu sais, parfois, c'est un peu plus métaphorique, disons, moins ironique. Mais oui, ben, tu sais, un des premiers aussi, c'est ressources humaines, puis celui-là, moi, ben, tu sais, c'est un mot, on le sait, horrible, là, tu sais, les ressources humaines. Donc, c'est ça, celui-là, en le mettant en premier, je voulais aussi faire un clin d'œil à cette notion-là qui est vraiment. Parce qu'après, tu sais, dans ce chapitre-là, on voit juste les gens sur la ligne de piquetage, tu sais. Puis on est comme un peu avec eux, puis tout. Donc, on est loin de la ressource, mettons. Puis c'est ça, mais oui, souvent j'ai fait un traitement ironique, mais je m'en souviens pas tant des noms des chapitres, puis tout. Fait que je pourrais. Genre, j'ai de la misère à trouver un autre exemple, mais oui, souvent je travaillais, comme tu l'as bien soulevé, un peu le décalage, l'ironie. De ces termes-là qui deviennent souvent aussi des sortes de mots de passe ou les concepts, dès qu'on se met à trop les dire, j'ai l'impression, ou à trop les employer, ils perdent de leur sens. C'est comme c'est vraiment une des particularités étranges du langage, là, mais puis qu'on vit aussi au quotidien, mettons, quand on se met à répéter, quand on était enfant, on faisait ça, parce que moi, je faisais ça, genre, mettons, je répétais chat, 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 puis à un moment donné, il n'y a plus de sens au mot chat, c'est juste une sorte de son, puis on sait plus, ou quand il y a 2 syllabes, on sait plus laquelle vient avant l'autre, puis il y a une sorte de décomposition du langage par la répétition qui est vraiment étrange, puis que je pourrais pas expliquer philosophiquement ou même, je sais pas, linguistiquement, mais que je constate. Puis moi, j'ai l'impression que c'est la même chose avec les trucs, avec les mots qu'on entend dans les médias, qu'on entend. Tu sais, c'est ça en ce moment. Mais moi, ça me fascine quand même la présence du mot diversité. Puis comme tu le dis, souvent, c'est dans des milieux blancs, dans des panels blancs ou dans des émissions blanches, tu sais, où on parle de diversité à la radio, mettons, ou à la télé. Mais diversité, diversité. Pourquoi on dit tout le temps diversité? T'sais, pourquoi, mettons, puis on l'applique souvent aux arts et à la télé, mais ça se traduit. Mais je ne sais pas si vous avez déjà écouté District 31 récemment, mettons, mais j'ai pas écouté, mais je me vends. La diversité à District 31, c'est des acteurs blancs qui ont des rôles principaux, puis des figurants racisés, non blancs. Mais mais moi, je me demande si, en ce moment, l'obsession des médias puissants et tout avec le mot diversité, c'est pas une peur aussi d'un manque de diversité, mais un manque de diversité. C'est-à-dire, c'est comme. Okay, je reformule, mais si l'obsession avec le mot diversité, c'est pas la peur de ne pas avoir de blanc dans les trucs. Genre, il faut dire diversité, il faut plutôt que de dire, je sais pas, des histoires d'Haïtiens qui vivent montréalais ou des histoires de whatever, tu sais, des histoires non blanches. Je me demande si le mot diversité, c'est pas aussi gardez-nous, tu sais, une sorte de fantasme de rester là un peu, tu sais. On va dire diversité parce qu'on veut rester dans le narrative, tu sais. Puis là, à la télé, ils travaillent beaucoup comme ça, tu sais. J'ai un ami, moi, qui a écrit une des premières séries gays qu'on pourrait dire au Québec, puis les premiers commentaires qu'on avait fait, c'est « mais il n'y a pas de personnage hétéro, les gens ne pourront pas s'identifier », tu sais. Puis j'ai l'impression qu'avec la question de la diversité, justement, les gens les scénaristes doivent avoir le même genre de commentaires. Mais c'est ça, moi je me demande si, en tout cas, d'un point de vue, disons, latent, si c'est pas une sorte de crainte des blancs scénaristes ou réalisateurs qu'il y ait des histoires trop non blanches, tu sais. Oui, tout à fait. Donc, d'accord. Puis, c'est drôle parce que tu vois, quand je parlais de cet exemple-là de diversité ou l'intégration de la diversité qui pourrait faire comme un chapitre aussi complètement ironique, c'était pas du tout quelque chose que je réalisais sur le coup en écoutant comme ces propositions-là qui étaient faites dans un congrès. Puis, soudainement, ça m'évoquait beaucoup d'autres moments comme ça où est-ce que un tel terme, ce qu'on pourrait imaginer avec toutes sortes d'autres termes un peu moins à la mode ou un peu moins glamour aussi, et qui aussi deviennent complètement comme ironiques à cause du contexte d'énonciation. C'est vraiment quelque chose, pour revenir à Querelle aussi, que je trouvais très, très marrant aussi. Puis dans ce cas, le truc que je trouve très, très marrant, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu obsessif que de baptiser presque tous les chapitres avec ce genre d'intitulé. Il y a quelque chose qui est un peu comme dérisoire aussi, qui peut renvoyer à une façon très institutionnelle aussi de vouloir faire certaines luttes par moment aussi. Puis ça, je trouve ça assez plaisant parce que j'apprécie toujours les romans qui essayent de reprendre des termes
un peu d'économie ou d'économie politique, mais aussi pour les subvertir ou pour les rendre complètement ridicules, puisque ce sont des mots très ridicules en soi, pour moi. En tout cas. Et sans quoi, je ne sais pas si Eric, tu voudrais relancer ou, Ouais, bah, je vais parler aussi un petit peu de de la structure. Moi, j'aime bien, personnellement, quand je lis un roman qui ait beaucoup de structure. Et donc, je te remercie d'avoir fait ça. Dans ton premier roman, c'est pareil. Euh, peut-être, comment dire, euh, donc, il a mentionné le côté syndicaliste. Il y a aussi, une rapide recherche m'a indiqué que ces noms mystérieux que j'avais pas tout à fait repérés, c'était ceux de la tragédie grecque. Euh, donc, est-ce que déjà tu vois la société que tu es en train de décrire un petit peu en termes de tragédie, de comédie? Est-ce que dans ta méthode de rédaction, tu as ce plan d'abord en tête que tu vas remplir, ou c'est vraiment quelque chose qui s'impose un petit peu plus tard? Là, je te demande vraiment ça du point de vue de quelqu'un qui a jamais Mhm. écrit une ligne de poésie ou de roman moi-même. Là, donc peut-être que j'ai une certaine image là totalement fausse de l'écrivain ou de l'écrivaine, mais j'aimerais bien savoir comment pour toi ça se passe. Et tu as mentionné plutôt aussi le lien vraiment très fort pour beaucoup de personnes actuellement entre la recherche et la création. Donc, c'est ça. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ouais, donc sur la construction, comment dire? C'est que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment genre comme tu sais, c'est comme du travail, tu sais, c'est comme, fait que c'est vraiment dur après ça d'avoir Ouais. un vrai regard là-dessus, je trouve, mais je vais essayer. Mais de mémoire, là, j'avais commencé à l'écrire en sachant un peu l'histoire. Au début, il n'y avait pas aussi la trame de querelle. Au début, c'était juste une trame syndicale. Puis à un moment donné, ben, assez tôt quand même, là, à un moment donné, j'ai écrit comme quelque chose comme le premier chapitre qui n'était pas lié. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah non, mais ça, c'est le personnage. Tu sais, c'est un des personnages de la grève. Tu sais. Donc là, c'était comme vraiment dans l'écriture des peut-être 40 premières pages au tout début. Mais donc, je savais les grandes lignes de l'histoire. Moi, je me fais pas de plan très précis, par exemple. Tu sais, je me fais comme plus une courbe narrative, disons. Puis après, celui-là, il est très construit, mais il s'est construit de manière un peu organique. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai ajouté un chapitre, puis après ça, je me demandais, puis il s'est presque écrit dans l'ordre aussi. Des fois, je suis revenu en arrière, puis j'ai ajouté des passages et tout. Tu sais, j'ai fait comme un premier jet qui était inachevé, mais où on avait à peu près toute la courbe narrative, mais où je savais que, mettons, tel personnage, j'ai envie de lui donner 3-4 pages de plus, tu sais, de développer telle affaire, de rajouter une scène ici. Donc, je suis revenu. Mais sinon, les chapitres, c'était beaucoup. C'était assez le fun, en fait, de l'écrire en ligne, en ordre chronologique, parce que tu es un peu dans la position du lecteur, finalement, tu sais, où tu Ouais. es comme, OK, qu'est-ce qui se passe après, où on s'en va après. Fait que non, ça s'est construit pas mal comme ça. Puis, mais c'est ça, mais ça. Ouais, donc je sais pas quoi, j'ai rien à rajouter, en fait. C'est juste pour dire. Non, bah, je vais réagir à ce que tu dis. À un moment donné, ça m'a beaucoup amusé quand l'histoire prend l'éventuelle direction du patronat. Et je pense que c'est Brian le patron, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Là, enfin, le narrateur mentionne l'idée que ce roman pourrait être celui de Brian. J'imagine que ça, c'est vu ce que tu viens de décrire, moi, je me suis tout à coup pris à fantasmer justement là ce double roman. Il y a celui que tu as écrit et puis il y a celui qui serait effectivement avec Brian comme personnage principal. Est-ce que ça a été une tentation ou est-ce que ça, c'est un petit peu un clin d'œil à ce moment-là, ou est-ce que tu préfères ne pas répondre? Non, 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 c'est une bonne question. Je vais essayer de répondre, puis si j'ai pas répondu, tu peux me la reposer, OK? Mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi de la conception du roman, mettons.
tu sais, pour préparer Querelle, j'avais lu des romans syndicaux, tu sais, ou disons de grève, vraiment bons, que j'ai beaucoup aimé, dont un qui s'appelle La Jungle d'Upton Sinclair. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur les abattoirs à Chicago au début du 20e siècle. Donc, c'est un roman qui m'enseigne des immigrants qui viennent pour vivre le rêve américain aux États-Unis, puis qui se ramassent à Chicago à travailler dans les abattoirs. Puis c'est comme sur l'espèce de le capitalisme extrême, puis la tentative de l'union, de s'unir, de faire une sorte de résistance. Puis, mais c'est un roman qui se finit de manière super. C'est un excellent roman que j'adore, là, mais c'est un roman qui se finit de manière super scolaire, en disant l'avenir est à la résistance, et genre aux armes citoyens. Mais moi, je pense que. Puis ça m'a agacé quand j'ai lu le livre, cette fin-là. Je la trouvais trop claire. Puis je pense que moi, quand même, dans ma conception du roman, il y a une sorte de nécessité de l'ambiguïté. Il y a une nécessité c'est ça, du différent. Puis le multiple permet ça aussi. Une multiplicité de points de vue permet que l'œuvre ne donne pas juste une vision des choses ou un message clair. Je pense que j'en ai un peu des fois contre les messages dans les livres qu'on veut me passer. Puis je pense que ce passage-là, j'avais beaucoup pensé dans ce sens-là parce que j'étais conscient d'écrire quand même un roman dont l'orientation politique est quand même assez claire. Je pense pas qu'on se dit... je pense pas qu'on y croit. Il y a des gens qui y ont cru, cela dit. Là, j'ai eu des retours des fois de gens qui j'ai même lu des choses genre « Ah, c'est vraiment bon, mais c'est vraiment fâchant que l'auteur il soit tout ce temps-là du côté des patrons. » Il y a des gens qui ont cru, puis c'est vraiment correct. Je pense que c'est pourquoi on pourrait pas lire le livre, faire une interprétation du livre que finalement, c'est vraiment le point de vue qui est défendu. Why not? Je pense qu'après ça, les lecteurs et les lectrices sont libres là, de lire comme ils veulent puis elles veulent. Mais je pense que tout au long du livre, je me suis quand même un peu surveillé, ou je me suis quand même un peu demandé si c'est-à-dire que je sentais le péril de faire une œuvre un peu trop scolaire ou un peu trop voici mon message politique, il y a les gens sont opprimés, puis voilà, il faut donc, j'avais un peu peur du message, je crois, des fois, en écrivant le livre. Puis, ce moment-là, je pense que c'était comme un peu pour m'assurer de jeter une sorte de pavé dans la mare, ou d'ajouter un élément de complexité supplémentaire ou une sorte de couche métanarrative supplémentaire qui vient un peu saboter, disons, le point de vue qu'on pouvait ressentir jusque-là. Puis, peut-être ironiquement, peut-être pas, donc voilà. Je sais pas si ça répond. Okay. Oui, ça répond très bien. Je vais laisser Renato enchaîner. Juste un commentaire. Ça se termine pas du tout de manière scolaire, ton roman, alors bravo. Okay. Non, vraiment. Bon, je pense qu'on y reviendra. Mais Renato, je te laisse enchaîner. Merci, oui. Oui, j'imagine qu'on y viendra. Puis oui, j'imaginais qu'en effet, le message du roman, c'était pas qu'on allait faire des michouis avec toutes les personnes. Comme ça, j'imaginais bien et qu'on allait finir en prison par la suite. Ou peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Je veux dire, tant mieux pour les gens ou tant pis pour les gens qui vont interpréter, ils font des actes inspirés de ce beau michoui en fin de roman. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû le dire en début d'entretien, mais qu'évidemment, s'il y avait des personnes qui n'avaient pas lu le roman, qu'on allait évidemment spoiler des choses assez importantes dans celui-ci. Mais bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Donc, moi aussi, je vais poser une autre question encore sur la structure. Désolé, je ne sais pas si Eric et moi, on a une fascination avec les structures. Peut-être que oui, mais bon, ça nous regarde après. Puis, ma question, cette fois-ci, c'est aussi par rapport à la structure générale du roman, puis le clin d'œil, justement, à cette espèce de culture classique grecque. Puis, je vais essayer de faire un lien qui peut-être forcé en passant avec le queer. Tu me diras si jamais je suis complètement dans le champ, puis au pire, je m'en mettrai, c'est pas grave. Donc, je peux pas prétendre à connaître ton rapport à l'héritage relativement vaste de la culture classique occidentale, mais quand même, j'ose pas imaginer que dans cette structure, un hommage secret au boys club du théâtre grec ou un aveu d'admiration. Je serais plutôt porté à imaginer qu'il s'agirait d'un déplacement, voire encore d'une parodie, mais pas dans le sens convenu d'une simple imitation qui serait comme satirique. Par parodie, en fait, j'imaginerais surtout ce que Butler désigne vers la fin de Gender Trouble, quand il parle de la parodie qui porte sur l'idée même d'original comme une tactique qui permet non pas seulement de critiquer comme une norme qu'on dit souvent être originaire ou primaire,
mais même de dissoudre en quelque sorte cette norme-là. Et je me demandais donc tout simplement si cette parodie que je pense détecter dans Querelle de Roberval ne cherche pas à s'attaquer au genre autant dans son sens littéraire, même si on reste évidemment dans un roman, on sait bien que c'est un roman, qu'au genre dit social. Donc, voilà ma Mhm. Ouais, mais oui, c'est vraiment intéressant comme question. Je vais essayer de répondre encore une fois, mais je sais pas si je vais réussir. Oh, vas-y, Mais ouais, mais le rapport à la tragédie, moi j'ai mon rapport je pense qu'il y a de la parodie, il y a du déplacement, ça c'est sûr. Je sais pas s'il y a de la parodie, mais il y a certainement du déplacement de la structure classique. Tu sais, c'était pas une application des règles à tragédie, si on s'entend. Puis si j'avais essayé de le faire, je pense qu'Éric pourrait me chicaner parce que je pense pas que j'ai j'ai réussi très bien. Mais cela dit, moi, je crois vraiment, par exemple, que on peut. J'aime assez la démarche, par exemple, de quelqu'un comme Katie Acker. Ça m'a beaucoup marqué, moi, les livres de Katie Acker, qui, elle, est une femme lesbienne, punk, donc qui est originaire de New York, qui a écrit des livres en reprenant des grands classiques, souvent écrits par des hommes blancs, des œuvres du canon, là, vraiment au sens le plus commun de cette idée-là de canon. Par exemple, son livre à partir de Dickens, tu sais. Puis, mais en les piratant de l'intérieur, puis en s'appropriant cette matière-là pour, c'est ça, la défaire, la refaire, la plagier des fois. Donc, c'est vraiment une démarche très plagiaire, mais une démarche pirate, je dirais en gros. Puis moi, je crois assez à cette attitude-là, tu sais, puis je trouve que, tu sais, l'héritage finalement tu sais, c'est ça, du boys club, comme tu dis, des auteurs tragiques occidentaux, mais cet héritage-là, il est public, tu sais, je veux dire, c'est à nous autres aussi, là, tu sais, puis on a vraiment le droit de s'en emparer, puis moi, tu sais, je pense pas que je suis dans une attitude, puis je veux pas dire que c'est mal d'avoir cette attitude-là, mais moi, je suis vraiment pas dans une attitude il s'est fait, tu sais, des choses avant, puis, tu sais, politiquement, c'était problématique, puis il faut comme un peu faire du nouveau pour que ça soit, tu sais, vraiment politique et tout. Je crois vraiment qu'on peut aussi, tu sais, recevoir des choses qui ont été faites avant, puis les classer, les critiquer, en faire puis prendre ce qui nous intéresse aussi. Puis, donc, c'est ça, je pense que ma démarche par rapport au texte du passé, disons, pour élargir un peu, même plus que juste à la tragédie, c'est un peu ça. Pour moi, je pense vraiment que c'est pertinent politiquement d'investir des formes qui sont dominantes, puis qui ont été dominantes dans l'histoire, puis même des textes qui ont été dominants dans l'histoire. Je pense que ça peut être il peut y avoir une démarche politique qui s'en empare, qui entre en dialogue avec eux, qui utilisent leurs ressources pour dire autre chose, tu sais. Donc, c'est ça. Mon attitude, disons, plus générale par rapport au canon, ça serait celle-là, je pense. Parce que, tu sais, juste personnellement, moi, même si je sais que, tu sais, c'est le grand canon occidental, blanc, nanana, tu sais, moi, je viens pas du tout d'un milieu littéraire, je viens pas du tout d'une famille littéraire, puis tu sais, je pense que j'ai longtemps ressenti une sorte de manque par rapport à la culture littéraire. Puis aujourd'hui, je me sens beaucoup moins coupable, j'ai beaucoup moins honte des manques de ma culture. Tu sais, j'ai commencé à lire de la littérature au sens noble, là, tu sais, au cégep, là, tu sais, donc assez tard. Mais donc aujourd'hui, j'ai beaucoup moins honte de ce manque-là, mais puis ce manque-là, il vient souvent avec une envie de tout savoir, hein, de comme le combler, tu sais, souvent, on dirait qu'on associe l'attitude, c'est ça, de connaître Shakespeare, puis les tragédies grecques, puis à une sorte de bourgeoisie ou d'élite intellectuelle. Mais moi, je pense que c'est pas mal plus compliqué que ça, puis que souvent, ça vient justement de gens qui n'ont pas le background littéraire dans le sang, ce besoin de connaître-là, puis tu sais, parce que ça peut venir de là, tu sais. Donc, je pense aussi que c'est une manière pour moi d'être fidèle peut-être à cette personne-là que j'ai été, puis à ce besoin-là, puis à ce désir-là de tout connaître de la grande culture. Et de jouer avec celle-ci. Puis de jouer avec elle, c'est ça. Puis ça n'empêche jamais aussi de connaître, les littératures qui sont minorisées, puis qui ont été minorisées. Pour moi, je le vois pas d'une manière contradictoire du tout, là, tu sais. Oui, il n'y a pas de tension, disons, entre le fait d'avoir des bases un peu classiques par moment, puis s'ouvrir aussi à d'autres formes de littérature qui ont été, comme tu as dit, minorisées ou marginalisées.
Non, non, pas du tout. Puis moi, je crois vraiment que c'est pertinent de lire tu sais, des vieux classiques d'hommes blancs hétéros problématiques, puis de lire aussi le nouveau livre tu sais, qui vient de paraître d'Emily Prophet. Tu sais, je pense vraiment qu'on peut faire les deux, puis je revendique le droit à l'hétéroclite, tu sais, puis au caractère hétéroclite de nos bibliothèques aussi. Superbe. Et qui plus est, je pense me souvenir, faudrait que je vérifie, j'ai le livre à côté de moi, mais il me semble que dans tes remerciements aussi, tu dis précisément que tu ne remercies pas les poètes que tu payes ou un truc comme ça. Ouais. Comme une Mais je phrase fais comme ça. beaucoup, dans mes deux premiers livres, j'ai beaucoup fait de plagiat. Mhm. Cette phrase-là, c'est une phrase de Miron qui dit je demande pardon au poète que j'ai pillé. Donc, que je plagie Miron en la renversant un peu, sa phrase. Puis, mais je fais du plagiat, mais du plagiat éthique, on pourrait dire. C'est-à-dire que, tu sais, je plagierais jamais un auteur contemporain de la même génération que moi, ou même un auteur québécois. Tu sais, Mhm. j'ai comme... quand il peut y avoir une sorte de rapport d'autorité ou de pouvoir avec l'auteur en question, tu sais, je vais pas là, tu sais. Ouais, ouais, je Mais comprends. tu sais, il y a des phrases de Lautréamont, par exemple, copier-coller dans le roman. Il y en a une ou deux, je pense. Il y a des images aussi volées à Genet. Ben, Genet, évidemment, Ouais, ouais, j'imaginais. une référence quand même centrale. Là, mais... Donc, ouais, il y a toutes sortes de plagiat, mais c'est ça, quand même assez gentil, pas trop. Oui, c'est quand même poli, disons, comme. Ouais, c'est ça, des plagiats polis. Très bien. Merci beaucoup, Kevin. Eric, si tu veux reprendre le flambeau. Ouais. Alors, bon, comme dans toute bonne entrevue, tu es en train d'anticiper beaucoup de mes questions dans tes réponses. Bon, moi, juste d'abord, par rapport à ce que tu disais de l'utilisation du canon, bah, je suis d'accord avec cette idée-là et ça rejoint un peu, bah, on parlait avant que j'allais donner un cours là, justement, et ça va être vraiment des œuvres du canon. Et donc, c'est des questions très importantes, là. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ces œuvres-là? Donc Ouais. voilà, tout à fait d'accord dans cet état d'esprit. Et puis j'aimerais bien aussi peut-être parler un petit peu plus de cette notion, je sais pas, peut-être pas une notion en particulier, mais héritage, hérédité aussi, qui je pense est quelque chose de très important dans ton roman. Ça se joue à plein de niveaux. Au niveau du territoire québécois, il va y avoir pas mal de références justement à ce passé avec les Premières Nations qui n'est pas toujours très bien assumé. Va y avoir aussi une révolte très violente parfois là, des fils et des filles contre les pères et les mères qui sont eux-mêmes euh, très violents par rapport à leurs enfants. Il y a aussi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les deux sœurs qui ont le point de référence de leur mère pardon, qui était une figure du syndicalisme québécois, Mhm. et comment finalement chacune a son interprétation de cet héritage-là. Et puis bien sûr aussi, c'est parmi les très nombreux discours que tu mets en scène, des discours qui vont se baser sur l'exclusion de l'autre pour assurer une certaine identité. Bref, je pourrais multiplier les exemples. Là, il y a des luttes. Enfin bref, c'est un roman de la lutte, là, par beaucoup d'aspects, mais justement beaucoup autour de l'identité, autour de l'héritage. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai une question exacte par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu estimes, oui, que toi, ton roman euh, peut ou doit apporter à ce genre de questions et peut-être toujours continuer dans cette optique de la transmission, encore une fois. Euh, ouais, OK. Une vaste question. désolé. Je vais essayer. Non, non, ça va pas, désolé. OK. Je vais commencer peut-être par ce que tu disais de l'héritage. Mm. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent dans Querelle, je pense, puis dans mon premier livre, il y a un rapport, disons, la temporalité, c'est souvent sous le signe d'un passé qui est très lourd à porter, tu sais, qui devient, ou un passé qui a trahi quelque chose, tu sais. Ouais. Je pense que je le traite aussi dans le chapitre où je reprends le manifeste du FLQ, puis je Mm. le réécris de manière réactionnaire, tu sais, dans la bouche du chef syndical, là, si on veut. Parce que c'est ça, tu sais, la génération
du FLQ, celle qui a pu soutenir cette révolution-là. Je veux dire, aujourd'hui, elle vote pour la CAQ, puis je voudrais elle est passée à droite, du Colmao au Rotary, comme dirait l'autre, mais c'est ça, donc c'est toujours assez difficile le rapport au passé quand on a des idées politiques, parce que souvent le passé finit par nous décevoir. Puis aussi, on se rend compte, quand on fouille un peu, que ceux qui nous apparaissent comme nos ennemis aujourd'hui ou comme nos adversaires aujourd'hui, ils ont défendu d'autres choses à d'autres moments. Tu sais. Puis c'est aussi même effrayant, moi, je trouve, parce que moi, des fois, je m'écris des notes à moi-même dans mon téléphone, genre à moi du futur, tu sais, je dis ça parce que je suis tombé sur une aujourd'hui, je cherchais une note, puis j'avais écrit une note, je vais être sous ou fatigué, mais j'ai écrit une note à moi du futur qui disait, tu sais, comme, deviens pas réactionnaire comme telle personne, tu sais. Ça va sûrement vraiment être utile, je suis sûr que ça va marcher. Mais, non, mais tu sais, je veux dire, c'est effrayant aussi, même parce que, tu sais, moi, je me dis vraiment, le monde qui sont devenus, qui étaient de gauche en leur jeunesse, qui sont passés à droite, ils devaient se dire la même chose que nous, aujourd'hui. Puis personne n'est à l'abri de ça, je pense. Puis ils devaient eux-mêmes penser que jamais ils changeraient d'idée. Peut-être qu'au fond, le début d'une forme je sais pas, de sûreté ou de prudence par rapport à ça, c'est de se dire qu'on n'est jamais à l'abri de switcher non plus, ou on n'est jamais à l'abri d'être dépassé par le présent en vieillissant. Mais c'est ça. Donc, moi, je me questionne beaucoup là-dessus. Puis je trouve ça assez souffrant aussi, de voir, mettons, un des sujets qui m'intéressait dans Querelle, c'était le syndicalisme québécois, l'histoire du syndicalisme québécois. Puis ça paraît pas nécessairement dans le livre, mais je fais beaucoup de recherches quand même pour écrire. Puis je fais beaucoup de recherches souvent pour pas l'utiliser, puis pour pas la mettre dans le livre. Mais donc, j'ai beaucoup lu sur le syndicalisme québécois. Puis, là, ça va être des généralités, ce que je vais dire, là, parce que je vais le dire un peu vite, mais un des constats qu'on peut faire sur l'histoire du syndicalisme dans, disons, l'époque récente, c'est un peu la même chose. C'est qu'à partir des années 80, il y a beaucoup de coupures, il y a des crises financières et tout, mais la position des grosses centrales syndicales, c'est Jacques Rouillard qui le montre, là, ça devient disons, le lieu commun, c'est préserver la compagnie pour préserver l'emploi. Donc, d'atténuer le rapport de force avec le patronat, puis d'adopter une attitude plus collaborative avec le patronat, dans l'idée que si le patronat décide de délocaliser ou de fermer l'usine, ben, les conséquences vont être bien pires que si on a une augmentation de salaire et tout. Donc, ça va passer évidemment par plein de sacrifices sur les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses. Fait que c'est dur, ce constat-là, on est fâché contre Jacques Rouillard quand il nous explique ça, mais donc c'est ça. Donc je pense que encore une fois, je pense que je vais rien résoudre, mais je peux redire peut-être un peu ce que tu as dit dans ta question, c'est-à-dire que c'est une question qui me travaille dans la vie et dans l'écriture. Qu'a-t-on fait des idéaux du passé, puis comment aussi on peut passer d'une position à l'autre. D'accord, merci beaucoup. Ça a-tu rapport avec ce que tu me demandais? Ouais, non, 100%. Et puis, j'aime bien l'idée de s'envoyer des textos comme ça, mais j'espère vraiment pour toi que tu vas pas lire ça en te disant ah là là, j'étais vraiment idéaliste. Et bon, ça, je sais pas. Spontanément, ça me fait penser à Denis Arcand, mais ça n'engage que moi. Oui, c'est vrai, vraiment. Ben oui. Ouais, c'est vraiment un symptôme de ça, je pense, Denis Arcand. Ouais, c'est vraiment triste. Mais j'ai vu le trailer récemment là, de son dernier. C'était. Voilà, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais Renato, est-ce que tu me permettrais d'enchaîner ou est-ce qu'on s'obtient? Ouais, ok, cool. Non, juste parce que à chaque fois, bon, ça évoque des petites choses. J'aimerais bien te venir maintenant du point de vue de quelqu'un qui n'est pas du Québec, donc qui a vécu en France notamment. Bon, moi, j'ai jamais vécu ailleurs au Québec qu'à Montréal. J'étais à Chicoutimi justement cet été, par hasard. Et en revenant, j'ai vu Roberval sur des panneaux d'autoroute, je ne me suis pas arrêté. Donc, c'était vraiment une très belle coïncidence quand ensuite je me suis mis à lire ton roman et que je suis là, ah oui, Roberval, je connais. Et Chicoutimi, et enfin là, c'est pas Chicoutimi, mais bon, on entend notre roman. Bref. Donc, encore tout à l'heure, j'ai mentionné là, simplement au niveau des premières impressions de lecture,
première impression, bon, déjà, ce côté, disons, la multiplicité des voix. Et puis, autre grosse impression, l'importance du lieu, là, un lieu qui a l'air assez écrasant et qui imprègne un petit peu tout. Et j'ai limite l'impression que toute l'histoire part du lieu. Tu me confirmeras ou pas. Donc, ce que je trouve intéressant à partir de là, bon, le lecteur ou la lectrice qui vient du Québec va tout de suite reconnaître quasiment toutes les références. Et bon, j'ai vu que tu étais ou allais être, je ne sais pas, publié en France et que le nom du roman allait être changé pour simplement Querelle. J'aurais été curieux aussi de savoir déjà tout simplement de manière très pragmatique comment tu as organisé ce travail-là de transfert. Là, j'imagine qu'il y a eu des changements à faire. Comment est-ce que tu vois ça? Parce que j'imagine qu'il y a des compromis pas toujours très agréables. Et puis, ouais, c'est ça. Comment qu'est-ce que ça veut dire en fait d'écrire un roman qui, selon moi, est très québécois, mais qui va donc devenir cet autre objet en France. Ouais. Oui, ben, je peux t'en parler parce que il est sorti comme à l'automne passé, dans le fond, en France. Ok, il y a un an. Puis, ouais. Okay. Puis, c'est ça. En fait, juste pour très brièvement, le titre, c'est mon éditeur qui trouvait que. Parce qu'il y a un Roberval en France, où il y a une région qui s'appelle Roberval. Fait que, il avait peur qu'on associe ça, je sais pas, au château de Roberval ou au comte de Roberval, là, que je connais pas. Donc, puis moi, c'était pas un compromis qui me faisait trop souffrir parce que le film de Fassbinder, à partir du livre de Genet, il s'appelle juste Querelle. Donc, parfait. Comme un titre par version, ça m'allait. Mais sinon, ça, au niveau de la langue, on a fait du travail qui a été aussi critiqué, parce que dans le fond, mon éditeur, lui, qui a édité Hervé Bouchard, par exemple, qui lit beaucoup de littérature québécoise et tout, même lui, il avait de la misère avec la langue. Il disait, j'adore ton livre, mais il y a des choses que je comprends pas. Puis il avait fait lire à des amis très littéraires du milieu, du milieu parisien. Puis les gens, ils disaient, c'est super, mais c'est ça, on catch pas. Fait que, dans le fond, l'idée, ça a été c'était comme, disons, de recommencer au stade de la révision linguistique, mettons, dans le processus d'édition. Fait que lui, il m'identifiait les moments où, dans sa lecture, ça accrochait puis qu'il comprenait pas. Puis moi, si je tenais à le faire, je me suis mis une sorte de règle, c'est-à-dire je me suis dit, l'idée, c'est de jamais mettre des termes surtout quand c'est des personnages qui parlent, que des gens du Saguenay pourraient dire, tu sais. Donc, il n'y avait pas question de mettre un français franchouillard et tout, mais de trouver des sortes d'expressions qui se disent aussi au Saguenay, alternatives, mais qui sont compréhensibles par un français de France. Après ça, moi, la version française, je l'aime moins. Je veux dire, c'est ça. Je la considère comme une autre version. Je la considère pas comme le livre en tant que tel. Mais en tout cas, ça touche une question de diffusion, en fait. Je veux dire, la littérature, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. C'est un marché, là. Puis le livre, c'est une marchandise. Puis c'est ça. Puis fait que c'était comme un truc un peu. Je sais pas c'était quoi la bonne chose à faire, en fait. Peut-être que j'aurais été mieux de rien changer, mais je sais pas s'il aurait été lu là-bas. Puis là, il a beaucoup été lu, tu sais. Fait que c'est Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plaisant pour toi à un moment donné ou c'était. Non, c'était assez le fun, ouais. C'était le fun, le jeu, tu sais, de se dire. Puis aussi de voir les choses que lui pouvait comprendre, tu sais, parce que des fois, il me disait. Ah, telle expression, tu sais, est-ce que ça veut dire telle chose? Puis j'étais comme, oh boy, non. Puis, c'est heureusement aussi tu sais, à cause des fois, je me dis aussi, heureusement que j'ai changé certaines choses parce que, tu sais, si tu comprends pas, mettons que le personnage est parti de cette scène-là, puis là, la scène continue, tu sais, ça peut être, en tout cas, Oui. il peut y avoir des contresens, tu sais, assez graves, là, mais... Oui, j'imagine. Mais tout ça se situe dans une histoire aussi, tu sais, faut le dire, je pense. Puis, tu sais, l'attitude française est vraiment impérialiste, tu sais, puis elle est impérialiste avec toutes les littératures, puis même les littératures françaises qui sont pas, les Français qui sont pas parisiens, tu sais. Le monde du Sud, là, en France, ils vont à Paris, puis ils travaillent dans les médias, puis ils gomment leur accent, tu sais, c'est quand même fou, là, tu sais, c'est juste un accent du Sud, là. Fait qu'imaginez les accents africains, les accents caribéens, les accents québécois, tu sais, c'est vraiment...
Mais ça, c'est ça, cette attitude-là, c'est poche, mais elle n'est pas en train de partir tout à fait. T'sais. Je pense que lentement, le fait qu'il y ait d'autres Français, mais en même temps, je dis ça, puis dans les années 60, c'est là que ça commence à être, que les auteurs, justement, africains, caribéens, ils commencent à avoir beaucoup de succès en France. Puis, tu sais, il faudrait voir dans l'histoire de l'édition et tout, mais je pense que les textes sont quand même gommés beaucoup à cette époque-là. Puis, les textes québécois, textes québécois qui sont publiés en France aussi à cette époque-là, donc ils commencent à en avoir beaucoup, tu sais, genre au seuil dans les années 60, là, même jusqu'aux années 80. Il y a plein de livres québécois qui sont publiés. Là. Il y a comme eu après ça une rechute entre 80 puis disons début 2000. Mais ça, puis c'est des textes plutôt normatifs, pas très oraux, pas très proche de l'oralité québécoise. Donc, il y a comme quelque chose qui ne s'est pas passé, j'ai l'impression, dans cette première vague de textes-là, avec des Français différents. C'est ça, j'ai peut-être des hypothèses, mais j'ai pas étudié ça en tant que tel. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Puis, moi, j'ai constaté en étant là-bas que, ben, tu sais, en fait, ça change beaucoup quand tu as écrit un livre, parce qu'ils respectent beaucoup la littérature, puis la figure de l'auteur là, ou de l'autrice. C'est comme, il y a une sorte de prestige que tu sens plus qu'ici, vraiment là, dans l'interaction avec les gens. Puis moi, quand j'allais en France, puis que je n'étais pas un auteur, je me faisais toujours donner des commentaires sur ma manière de parler, sur ma langue et tout. Mais là, quand les gens savaient que j'avais écrit un livre, puis que je rencontrais les gens du milieu littéraire, mettons, personne ne me passait de commentaires sur ma manière de parler. Je pense qu'au niveau personnel et tout, ça change, puis les attitudes sont vraiment différentes. Mais disons que le lectorat, c'est pas juste le milieu littéraire restreint. Puis c'est probablement aussi que juste le milieu littéraire, je veux dire, ils lisent Joyce, là, fait que, comme tout le monde, fait que ils seraient capables de lire un livre dont il y a des termes qui sont pas compréhensibles et tout. Mais je pense que dans le milieu littéraire, mais dans la société française, disons, puis dans le lectorat français plus général, je suis pas convaincu. Parce que déjà, on me parlait de l'oralité du livre, tu sais. Puis, comme je disais, j'en ai gommé quand même, tu sais. J'en ai laissé aussi beaucoup, là, mais c'était un truc qui marquait les gens, tu sais. Ah, tu sais, c'est vraiment une langue différente, on entend la musique et tout, tu sais. C'est un truc qu'on me répétait tout le temps, tout le temps. Fait que j'étais comme, tu sais, imagine si dans la version un peu atténuée, ça, mais où j'en ai laissé quand même pas mal d'oralité. On trouve ça full oral, tu sais, en tout cas. Cool, ben merci beaucoup. Renato, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Merci, Eric. J'adore parler, comme tu sais. Donc, juste pour ajouter aussi un truc sur juste les enjeux politiques aussi, comme d'avoir soit le mot en version québécoise ou en version française. Eric, j'aurais peut-être un texte à ce sujet, puis peut-être que tu le connais aussi, Kevin, et que d'autres personnes le connaissent, mais il y a un texte très drôle qui a été écrit par Dali Giraud sur, je ne sais pas c'est quoi le titre, mais sur l'implication de prononcer le mot merde, Oui, marde, qui est très très drôle, qui est très bon aussi. c'est vraiment bon, ouais. Ouais, c'est vraiment un bon texte. Je t'enverrai la référence si tu veux, Eric. Peut-être que ça pourra t'inspirer, puisque voilà, ça fait. Nelly Arcan avait fait un texte aussi sur l'édition en France, hein, au seuil, où Ouais, elle parle de ça, ouais. qui est vraiment intéressant. Non, c'est quand même. C'est tout un sujet qui m'angoisse aussi un peu, mais pour autre raison. Puis, j'aurais été prêt à sauter tantôt quand vous avez mentionné Denis Arcand et toutes ces générations de personnes qui sont devenues malheureusement réactionnaires. J'en pensais au dernier film atroce, La chute de l'Empire américain, je me souviens bien, qui était juste. Bref, je sais pas, c'est pas lui d'attaquer ça, là, mais juste, ça m'a éveillé, ça a éveillé quelque chose en moi quand vous avez mentionné ce cher Denis Arcand. Puis c'est drôle que justement vous preniez cette direction-là. C'est drôle, Eric, que ta question est menée à ce que Kevin mentionne, la fameuse lettre du genre de chef, entre guillemets, des grévistes, Jacques Fauteux, c'est ça, je pense, son nom, si je me souviens bien. Parce que, justement, une des questions que j'avais préparées concernait un peu, en fait, l'exposition de ce genre de personnage-là. Et, je trouve que c'est très, très puissant, en fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton roman. Il y a un enchaînement de 3 chapitres. J'avais noté leur nom qui était, oui, Lockout, Lettre ouverte et Investissement. Je trouve qu'ils font vraiment une belle exposition du devenir précaire qui est ressenti ou perçu par des Québécois ou des Québécoises. Puis, déjà que le moment où ce que Bernard, qui est un des grévistes, prend la parole parce que Jacques Fauteux se présente pas à l'espèce de rencontre qui avait été organisée, parce que Jacques Fauteux s'est enlevé la vie. Puis Bernard qui déverse une espèce de discours qui va complètement à l'encontre de l'intérêt des grévistes. C'est déjà un moment comme
un peu malaisant. Puis ensuite, il y a la lettre qu'on finit par voir de Jacques Fauteux, qui elle aussi, finalement, est complètement malaisante aussi à cause de ses propos réactionnaires, antiféministes et autres défauts de ce genre un peu. Puis, j'aimerais juste, si tu me permets, Kevin, je sais que des fois, c'est peut-être pas agréable de entendre quelqu'un nous lire, mais je vais quand même lire. Ben non, vas-y. Merci. Donc, juste, ça parce que justement, la lettre pointe notamment une paranoïa entre l'inversion des rôles de genre et un renversement général de ce qui serait, pour Jacques Fauteux, le sens commun. Donc, je cite, c'est en page 206. Nous vivons dans une société d'esclaves terrorisés, d'efféminés et de parvenus, dans un monde où les valeurs disparaissent. C'est rendu que des femmes nous disent quoi faire à l'ouvrage et que des hommes se prennent pour des femmes. Les tapettes ont pris le contrôle de la télévision et du Parlement. C'est rendu qu'on nous force à engager des manchots pour passer le balai, des légumes dans les équipes de hockey, des sourds pour répondre au téléphone, des aveugles pour conduire les autobus de nos enfants, des importés pour leur apprendre le français. Puis le soir, quand on ouvre le canal Nouvelles, c'est des grosses qui nous disent quoi manger pour être en santé. Puis il y a d'autres passages, je finis de terminer la citation, puis il y a encore d'autres passages qui sont tout aussi agressifs, mais bon, je pense que l'exemple est donné. Puis ensuite, dans le chapitre juste après, qui s'appelle justement, de façon assez ironique, Investissement, c'est pour Bernard justement parvient à s'enfuir de chez lui après avoir été enfermé, puis il est persuadé d'être la cible en genre de complot anti-vérité, un truc que d'autres personnes aujourd'hui, d'autres personnes aujourd'hui sont persuadées, comme chacun le sait. Puis il réussit finalement à retirer une très mince somme d'argent d'un guichet alors qu'il espère retirer tout un pactole et résister à sa manière à l'édification perpétuelle d'une genre de richesse mondiale profitant uniquement aux riches. Puis dans ce genre de moment-là, qui est très poignant puisque Bernard, quand il réalise en fait qu'il n'y a pas du tout, il n'y a aucun pouvoir en fait par rapport à la domination dont il se sent être la victime, s'effondre. Puis pour moi, ça m'a beaucoup évoqué une scène cette scène-là de vulnérabilité, ça m'a beaucoup évoqué un passage très amer qui m'a beaucoup hanté dans le voyage au bout de la nuit de Céline, où est-ce qu'il dit simplement qu'on est tellement pauvre, on est trop pauvre, on aurait peut-être dégoûté l'existence. C'est quand même assez puissant, disons, comme description amère du sentiment de pauvreté et de sa vulnérabilité. Puis je me demandais, est-ce que, en prenant le parti pris de représenter jusque dans leur point aveugle, dans leurs contradictions, ces personnages qui sont vraiment abîmés, et dans ce cas-ci, des hommes, oui, on sait bien, des hommes blancs, mais qui sont bien casés dans leur grille, est-ce que tu espérais réussir une sorte de description quand même sensible de ces frustrations très quotidiennes et qui potentiellement peuvent être dangereuses et qui, à mon sens, sont souvent peu représentées en littérature? Parce que moi, à mon sens, je trouve que c'est quand même réussi, ta description, c'est quand même assez nuancé, mais c'est très facile que ça devienne noir et blanc comme description. Voilà, c'est un peu ce que je me demandais. Pour moi, c'est vraiment comme essentiel que le roman humanise Mhm. les gens qu'on n'aime pas. Pour moi, c'est vraiment les gens qu'on pourrait croire que c'est nos adversaires ou que c'est nos. C'est parce que c'est tellement facile être dans nos petits cercles de gauche puis dire comme ah mon Dieu, mais le monde de région sont racistes puis Ouais. sont fermés d'esprit puis tout. Puis tu sais, finalement, on fait juste construire une sorte de dualité super binaire où il y a des bons puis des méchants. Puis évidemment, nous, on est la vertu, tu sais, puis on se flatte vraiment de ça. Puis finalement, moi, je trouve qu'il y a vraiment pas d'avenir à cette perspective politique-là, à cette attitude politique-là plutôt. Puis je trouve que le roman, justement, est intéressant comme forme parce qu'il permet d'aller dans la complexité de ces êtres-là. C'est-à-dire que Bernard a des idées complotistes, Fauteux a des idées d'extrême droite, mais les deux, j'essaie de les humaniser, puis j'essaie de comprendre pourquoi ils ont ces idées-là, d'où ça peut venir. T'sais. Puis je pense pas que je trouve une réponse universelle, je pense pas que je trouve une réponse finale non plus, mais je pense que notamment avec Fauteux ou avec d'autres personnages, avec Bernard, on voit que les discours qui tiennent leur appartiennent pas totalement. T'sais, c'est comme un peu aussi des choses qui sont répétées, qui sont entendues. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'air qui respire. Il y a un passage aussi sur les radios poubelles et tout, mais moi, je ressens beaucoup ça avec ma famille en région, avec mes oncles qui ont. Je veux dire, il y a beaucoup de personnages de querelles qui pourraient être des portraits obliques là, de gens qui sont très proches de moi. Mais c'est ça, mais moi,
tu sais, à Noël, dans les souhaits de famille, c'est jamais simple, tu sais, parce que dès on approche d'un sujet politique, il y a des affaires super frustrantes, puis tout, puis jusqu'à là, 1 an ou 2, j'avais une attitude frontale, une attitude condescendante, une attitude genre, tu sais, moi, je vais dire toutes les choses qui sont pas correctes, tu sais, puis je vais le dire à mon oncle quand il dit telle affaire, que, tu sais, mais tu sais, je veux dire, c'est du monde les discours qui nous paraissent tellement importants, ils les connaissent pas, tu sais. Les discours féministes, les discours antiracistes, les discours de lutte des classes et tout, ça circule pas dans ces endroits-là. Tu sais. Ça pointe par des petits éléments caricaturaux, puis ils peuvent pas les comprendre. Tu sais. Je veux dire, on leur parle pas. Tu sais. On leur parle pas pour leur expliquer. Ou eux, ils font pas l'effort d'écouter les gens qui pourraient leur expliquer. Tu sais. Ça joue, c'est une game qui se joue à deux. Là. Je veux pas non plus démoniser l'autre bord. Mais c'est ça, donc c'est ça. Moi, ça m'intéresse d'essayer de comprendre qu'est-ce qui dépasse les individus dans leur prise de position, en fait, parce que je pense que souvent les problèmes, c'est pas les individus, tu sais, puis finalement, dans la vie, quand on s'approche de n'importe qui, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait imaginé, tu sais. Puis c'est souvent ça le plus troublant dans la vie, je trouve. Beaucoup plus que d'imaginer qu'il y a des gens vraiment démoniaques qui défendent de l'oppression, tu sais. Mais il faut faire avec ça politiquement. Il faut faire avec le fait que les gens sont complexes, puis qui portent des idées qui ne sont pas les leurs, puis qui sont embrigadés aussi dans des mouvements qui les dépassent. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que moi, ça m'intéressait beaucoup de parler de ça. Puis aussi, je pense qu'il y a une question de pouvoir, il y a une question de classe, c'est-à-dire que c'est pas eux qui mènent la barque du monde aujourd'hui. Eux, comme nous, comme pas mal tout le monde qui est ici, j'imagine, en ce moment, on se fait mener par du monde qui emmène large, justement, qui, eux, ont beaucoup de pouvoir, qui, eux, commandent pas mal d'affaires, puis donc, c'est ça. Donc, je voulais à la fois que le roman nous permette de critiquer leur discours, puis mais aussi de comprendre ou d'ouvrir la compréhension à pourquoi ils peuvent les tenir, puis d'où ça peut venir. Super. Merci beaucoup pour la réponse. Je m'entends, Nico, mais je suis Puis, je suis vraiment content que tu aies donné Enfin, je suis vraiment content de la direction qu'a pris ta réponse parce que justement, en la formulant, en la préparant, c'est justement parce que j'avais en tête ce genre de rapport de force qui peut être institué entre une certaine littérature montréalaise ou même une certaine gauche intellectuelle qui n'est pas juste montréalaise non plus, et des gens qui sont en région. Donc, voilà. Merci pour... Mais on mesure pas l'écart, je pense, qu'il y a en tout cas, moi, je peux pas, me l'enlever de la tête parce que c'est ça, je viens de la région, fait que je le connais, ce monde-là, Mais des fois, quand je parle à des amis, mettons, qui sont born and raised montréalais, puis ou qui viennent de milieux, plus intellectuels ou plus... pas ça me trouble, mais genre, je constate qu'il y a des gens qui mesurent pas l'écart qu'il peut y avoir, d'un point de vue idéologique aussi, là, puis moi, ça m'inquiète aussi parce que, tout ce qui, je veux dire, Trump, c'est un symptôme de ça aussi, la CAQ, c'est un symptôme de ça, je veux dire, c'est ça l'électorat de la CAQ, entre autres, Mais si on veut vraiment changer le Québec, il va falloir leur parler à maner à ce monde-là, là, mais je sais pas comment. J'ai pas de... compliqué. Oui, puis, tu vois, même quand je parlais de Bernard tantôt qui courait après le guichet, enfin, pour aller retirer tout son argent, tout ça, c'est quand même très, très facile en ce moment d'imaginer des gens, disons, qui sont persuadés qu'on est en train de leur enlever leur liberté, puis qui courent après comme leur argent, un truc comme ça, en étant persuadés qu'il faut enlever l'argent. Donc, je trouvais que c'était vraiment une description très, très adéquate de cette espèce de vulnérabilité très, très, très dure quand même comment dire, à accepter aussi chez d'autres personnes, pour ainsi dire. Mais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, comme Bernard, qui sentent une sorte de chose, qui sentent quelque chose qui ne va pas dans leur vie, puis aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond disons, politiquement, mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, qui n'arrivent pas. Puis je dis pas que moi j'ai mis le doigt dessus, puis que je vois clair et tout, là, c'est pas ça l'idée. Mais je pense que cette espèce de sentiment-là de comme, il y a de quoi qui va pas, mais genre, c'est quoi? Puis là, il y a toutes sortes de réponses qui t'arrivent. C'est peut-être les immigrants. C'est peut-être les femmes. C'est peut-être les tapettes qui ont pris le contrôle de la télé pour citer le livre. C'est peut-être... Ben,
ça devient tentant de, à un moment donné, d'en pogner des affaires comme ça, des réponses qui te sont proposées, puis de faire genre, ah, c'est peut-être une sorte de neutre avec tout ça, puis de se faire une sorte de récit avec ces discours-là. En tout cas, je pense que ça peut se passer, entre autres, comme ça, Ouais, d'un tout à point fait. de vue psychologique. Là. Oui, oui, tout à fait. Puis, quand tu mentionnais le rapport aux régions aussi moi-même, juste courte anecdote, puis après, Eric, je te laisse reprendre le flambeau des questions, mais moi-même, pour avoir passé quelques années adolescent, après avoir vécu principalement à Montréal, mais à Sorel-Tracy, qui n'est pas très loin de Montréal, là, ça m'a déjà permis de voir des différences notoires, alors que Ben pourtant, oui. c'est à 1 heure de Montréal, je veux dire, c'est à côté. Ouais, mais c'est plus que la banlieue, là. Ouais, ouais, c'est C'est ça. la région. Quand même. Oui, puis moi-même, je sais pas, j'ai étudié à Sorel, mais je vivais dans un petit village qui est une ville techniquement, mais qui s'appelle Saint-Ours, donc j'avais, disons, ce mix de perspectives, mais Ben oui, c'est clair. on en parlera. Je vais juste raconter une anecdote parce que j'avais oublié, mais tu sais, tantôt, t'as lu l'extrait que t'as lu du discours super raciste puis misogyne au prix des libraires l'année passée. Mon livre était nominé au prix des libraires, puis là, ils vont comme une genre de grosse cérémonie, puis là, ils engagent des acteurs pour lire des extraits de chaque livre qui sont nominés, tu sais. Puis moi, j'étais pas là, mais on me l'a raconté, puis là, vient le moment de mon livre, puis là, il y a un acteur qui monte sur scène, puis il fait juste lire avec la grosse musique grave ce passage-là, mais tu sais, avec un ton sérieux un peu, tu sais. Fait que ça avait vraiment l'air d'être tu sais, l'apex du livre, le message du livre, ça avait l'air d'être ça, tu sais. C'était vraiment comme tout le monde qui était dans la salle. Ah, ouais. Je sais pas s'il avait pas compris, ou en tout cas. Il n'y a pas un enregistrement de ça qui existe, il n'y a pas une archive Ouais, de ouais. ah. Ça doit quand même pas mal avoir. Mais c'est Ça clair m'avait que fait rire, mais... ouais, pour les gens non avertis, c'est sûr qu'il y a dû avoir une espèce de Tu sais, c'est mouvement ça, de un transcrire. roman, La Meute, là, qui est au prix. Merci Kevin pour l'anecdote. Eric, qu'est-ce que tu aurais quelque chose, une question? Vas-y. Hein. Non, non, là, ça part dans plein de directions intéressantes. Oui, bah, je pense que tu as mentionné à juste titre l'importance du roman, justement, pour faire face à ces questions complexes et personne ne peut prétendre avoir mis le doigt dessus. Personnellement, j'étais assez bouleversé par cette scène du guichet automatique où il va retrouver ses maigres économies. Donc, je trouve que justement, ça fait partie des outils là, intéressants que peut proposer le roman. Et aussi, bah, je ne sais pas à quel point tu l'as vu comme ça, mais le personnage de Querelle semblait quand même assez explicitement à certains moments être un espèce de point de jonction entre bah, c'est pas juste ce fantasme-là, c'est aussi un Montréalais qui vit en région et qui semble un petit peu comprendre les deux bords. Donc j'ai eu l'impression que le roman permettait aussi ce genre de mise en scène. Euh, Avant que je continue ma question, est-ce que tu voudrais commenter Non, non, là-dessus? mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu l'as mieux dit que je aurais pu le dire. J'allais juste aller en fait dans une autre direction un peu. Donc, à quel point est-ce que toi tu imagines, par exemple, aller dans d'autres formes que le roman? Donc, par exemple, avec Fanny le mois dernier ou il y a 2 mois, je sais plus. Elle là, il semble que ces romans ont vraiment eu une certaine résonance au niveau cinéma, c'est-à-dire qu'elle va faire des adaptations au cinéma. Je ne sais pas du tout s'il en est question dans ton cas. On sait qu'il y a déjà la version Querelle de Fassbender, mais là, ce serait intéressant, en tout cas, je trouve, une version cinéma de Querelle de Robert Val. Et puis, ce qui est certain, c'est que dans ton roman, tu mentionnes quand même pas mal de cinéma. Il y a des références en plus à des films que j'aime bien, comme Silence of the Lambs, The Departed. Et puis, j'ai aussi pu lire dans tes entrevues là, que tu aimais bien Kill Bill. Donc, c'est le genre de film, si c'était le cas, qui effectivement, on pourrait tout à fait voir les liens avec ton roman. Donc, j'aurais peut-être aimé t'entendre un petit peu sur cette question des liens pour toi entre le roman et le cinéma et dans ta pratique. C'est ça. Mais moi, le cinéma, je trouve, il nous aide beaucoup pour écrire, mais il faut s'en méfier en même temps. Tu sais. Moi, j'aime pas les romans qui sont trop cinématographiques au sens, on dirait que c'est un scénario qui est prêt à être filmé. Tu sais. Ouais. Donc, j'aime quand même qu'il y ait un côté
littéraire dans les textes. Fait que, puis mon roman, je pense pas il y a plein d'aspects très inspirés du cinéma. Mais le cinéma nous aide pour composer les scènes, je trouve, pour penser les déplacements. Il y a une scène d'action aussi dans le livre que j'ai vraiment voulu penser comme une scène cinématographique parce que je trouve qu'on voit jamais ça dans les romans de l'action, de l'action à la Hollywood, c'est-à-dire vraiment un passage qui est basé sur des corps qui se déplacent dans l'espace. Donc ça m'a beaucoup amusé écrire ça. J'ai trouvé ça très dur aussi, mais ça m'a beaucoup amusé quand même écrire ça. Fait que oui, il y avait vraiment un héritage, ou disons une inspiration avec beaucoup de films, avec le cinéma. Puis, mais on a vendu les droits de Querelle. On a eu des offres, puis je les ai vendus. Mon éditeur les a vendus à une cinéaste, puis on travaille là-dessus. Puis on espère vraiment que le film va se faire, mais c'est pas simple. Hein? Cinéaste d'ici? Hein? Cinéaste d'ici ou cinéaste d'ailleurs? Ouais. Une cinéaste d'ici. Mais c'est ça, tu sais, le financement au Québec en cinéma, c'est pas facile. Puis il y a toutes sortes de... C'est pas un organe de censure, mais il y a beaucoup de commentaires et de surveillance de ce que tu fais avant de le faire, tu sais. Fait que, puis nous, c'est un truc qui est assez radical, tu sais, puis la cinéaste, elle croit à la radicalité du livre, puis c'est ce qu'elle aurait envie de défendre. Mais donc, c'est ça, on navigue là-dedans, on essaie de voir... ouais. Mais c'est vraiment intéressant comme travail. C'est un autre médium complètement. Cool. Et puis, peut-être que j'aurais... Parce que quand même, un des grands mystères, parce que j'ai envie de dire, du roman, là, c'est Querelle. Tu l'as emprunté à un roman de Genet que j'avoue ne pas avoir lu. Mais c'est très intéressant, rien que l'idée, je trouve, de prendre ce personnage et de le transposer en fait dans un autre univers. Ça donne aussi des idées de peut-être réutilisation d'un personnage. On pourrait imaginer Querelle ailleurs, à Chicago, à Rio, n'importe où. Qu'est-ce qui, disons, dans le personnage que tu avais lu au départ, là, t'a paru en faire un personnage digne, finalement, de figurer dans un autre roman? Et puis, est-ce que tu estimes qu'il a rempli sa fonction ou est-ce qu'on pourrait le revoir dans un avenir plus ou moins lointain? Mais c'est bizarre parce que dans Querelle de Brest, Querelle, c'est un personnage assez... qui est presque en creux. On ne sait pas beaucoup de choses de lui. Il est assez... c'est pas un roman psychologique, là, Querelle de Brest non plus, donc on connaît peu ses motivations et tout. Puis je pense que c'est ce qui me fait l'aimer, c'est ce qui me fait m'intéresser à cette figure-là. C'est presque une figure, en fait, dans le roman de Genet. Puis... non, moi, je pense pas que je lui donnerais d'autres vies, mais oui, mais ça m'a intéressé. Mais en même temps, il est pas très fidèle, finalement, au Querelle de Genet, le mien, je pense. Il y a des caractères, il y a des... Je lui prête des côtés du Querelle de Genet, mais non, je sais pas quoi dire de plus que ce que tu as dit. Non, c'est très bien. Renato, veux-tu dire quelque chose? J'aurais peut-être, oui, une petite question un peu légère quand même aussi, puisque ça fait quand même déjà un bon moment qu'on discute, puis qu'on pourrait quand même faire des analyses ou s'amuser avec beaucoup des personnages, mais je suis un peu fasciné en fait par rapport à le trio de, je sais pas, je ne pas des bombes, mais en tout cas le trio qu'il y a dans le roman et qui, bon, on va le dire, sans que se livre à des exercices érotiques et en même temps attaque les maisons des grévistes. Puis, quand on finit par apprendre un peu plus sur leur profil même, la petite description qui est faite comme top, 15 ans, tout ça, ça m'a rapidement évoqué, mais ça fait longtemps que j'ai lu, The Slots de Dennis Cooper, dans l'espèce de façon de présenter qui rappelle un peu comme ce qu'on peut voir sur des forums ou sur des trucs comme Grindr ou des trucs comme ça. Et je sais pas, j'étais juste un peu curieux de savoir d'où provenait cette inspiration pour ces trois figures, parce que je les ai trouvées très étonnantes. Puis là, tu vois, en pensant à la tragédie grecque aussi, on dirait que je pourrais imaginer que c'est des choses comme des espèces d'esprits maléfiques ou des espèces des forces du destin un peu en quelque sorte, ces espèces de personnages assez étonnants, mais qui personnellement m'ont beaucoup hanté à la première comme à la deuxième lecture de ton roman.
C'est vraiment des personnages de Dennis Cooper. C'était vraiment ça l'horizon de. En fait, je pense qu'il me semble que j'ai eu l'idée pas longtemps après avoir vu une pièce de c'est Gisèle Vienne qui s'appelait Jerk, puis qui met en scène, c'est absolument insoutenable comme souvent Dennis Cooper, mais c'est vraiment en plus c'est sur un fait. Un fait vécu, un fait divers américain, puis qui met en scène 3 ou 4 garçons meurtriers, assez jeunes aussi, mais assassins qui tuaient des amis d'école et tout. Puis c'était une pièce vraiment extraordinaire, jouée avec des marionnettes par un comédien ventriloque, en tout cas. Wow. Puis ouais, je pense que j'avais eu l'idée pas longtemps après ça de ces personnages-là. Puis pour moi, ils représentaient un peu. Ils ont une fonction aussi un peu symbolique, c'est-à-dire qu'ils ont une existence aussi dans le récit là, et tout. Mais pour moi, ils servaient, disons, plus structurellement à représenter ceux qui ne sont pas inclus, ceux qui ne peuvent pas être pris en compte par la lutte politique. Parce que la lutte politique, dans le livre, c'est la grève, c'est la revendication des ouvriers et des ouvrières qui est complètement légitime et importante, je pense. Mais la question que je me posais avec eux, c'est comment on inclut ceux dans une revendication politique, ceux qui veulent rien savoir, ceux qui veulent même pas être inclus. Puis à qui ça pourrait bénéficier, peut-être que eux, ça pourrait leur servir, eux, des discours un peu syndicalistes ou un peu de gauche ou un peu sociaux. Peut-être ça pourrait les aider à mieux aller parce que leur vie est vraiment pas rose. Mais ça les intéresse pas. Ils sont en rupture avec le monde adulte, mais ils sont en rupture même avec le monde adulte qui pourrait les aider. La société, c'est comme s'il y a un rejet complet de la société, même des aspects de la société qui pourraient leur venir en aide, parce qu'en plus, toutes les structures qui leur sont venues en aide finissent par les opprimer. Il y en a un, par exemple, c'est un enfant de famille d'accueil et tout, donc c'est ça. Puis donc, pour moi, c'est ça, ils symbolisent un peu ça, ou les exclus de Jelinek. Je pense que j'avais un peu ça en tête aussi en les mettant en scène. Puis, une sorte aussi d'énergie, je pense, vraiment de négativité, une sorte d'attraction, un pouvoir de négativité dans ce roman-là qui fonctionne notamment par la positivité, avec des revendications, avec des choses qui sont affirmées, mais eux, ils n'ont rien à affirmer. Ils sont vraiment juste dans une espèce de néantisation de soi puis du monde. Puis, mais finalement, moi, c'est ceux, je pense, que je trouve le plus touchant dans le livre, parce que, en tout cas, moi, c'est ceux qui m'ont le fait le plus pleurer en écrivant, puis qui m'ont le plus... parce qu'ils sont tellement désespérés, puis parce que puis ça existe là, dans la vie, sous la forme de 3 jeunes garçons ou sous d'autres formes, là. Mais c'est une autre facette de la vulnérabilité puis de la fragilité sociale, ce côté-là du désespoir. Puis c'est pas beau à voir, là, c'est vraiment pas... puis je pense que le désespoir profond des gens opprimés puis vulnérables, c'est toujours une sorte d'épines plantées dans nos discours politiques. C'est toujours une sorte c'est toujours un angle mort pour nous. Oui. Oui, tout à fait. Puis, si je permets juste d'ajouter, parce que je pense me souvenir que l'intitulé, le gars qui est complètement obsédé par les intitulés, mais l'intitulé, lorsqu'ils nous sont présentés, c'est Lumpen Prolétariat. Ouais. Qu'est-ce qui est assez, enfin, je sais pas que c'est pas vraiment drôle en soi, mais c'est que si je me souviens bien un peu de mes morceaux marxistes et autres, c'est que le Lumpen Prolétariat, c'est toujours considéré comme une force dangereuse, justement, parce que c'est une force qui serait comme toujours réalignée avec les forces normatives, qui serait une force indomptable. Donc, ouais, puis c'est aussi la partie du prolétariat qui peut être engagée par le patronat. C'est les briseurs de grève, historiquement, ils faisaient partie de ce que Marx appelle le lumpen prolétariat. Puis eux aussi, ils sont engagés par le patronat pour faire une sale besogne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça dans l'idée de Marx, c'est comme ceux qui sont tellement aliénés, en fait, par le capitaliste, qui entrevoient même pas la possibilité d'une révolte. Non, c'est ça, exact. Puis qui sont tellement pauvres qu'ils sont même pas comme de force de production qu'on peut leur aliéner, là, que c'est vraiment comme des... Non, c'est ça, sauf par mercenaires, comme mercenaires ou... Ouais, voilà.
mais juste pour qu'ils puissent défouler comme leur négativité en quelque sorte, ou la Ouais. qualité de l'autre personne. Oui. Mais je trouvais ça juste très, très, très poignant comme personnage. Donc, oui, voilà. Merci une fois encore pour ta mais ta belle réponse. Eric, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, d'autres points. Oh, bah, j'en poserai peut-être une petite pour conclure, et puis je pense qu'on est à peu près Ça fait un moment. arrivé au bout de ce qu'on avait prévu là, mais ouais, on a quand même couvert pas mal de sujets. On a parlé de querelle, on a parlé du roman, tout ça, et je voudrais peut-être un peu malicieusement parler du personnage Kevin Lambert, qui apparaît, si je ne m'abuse, dans tes deux romans, de manière assez différente. Alors, je précise que ton premier roman, j'ai littéralement commencé à le lire aujourd'hui, donc j'en suis qu'au tout début. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres mentions. En tout cas, une chose qui m'a frappé là en préparant cette entrevue, c'est à quel point finalement il avait été énormément question de querelle de Roberval déjà. Je ne sais pas combien d'entrevues tu as fait là-dessus, mais déjà merci beaucoup d'être venu en faire une de plus. Mais je voulais juste entendre sur si pour toi tout ce travail, disons, hors du roman, ensuite fait partie finalement. Est-ce que c'est quelque chose de littéraire en soi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'intègre à tout ce travail créatif, ou est-ce que tu vois ça comme quelque chose de séparé? Attends, tu peux dire j'ai eu un moment d'inattention. Pas de problème. Non, vraiment, tu pourrais prendre n'importe quel côté de ma question, mais j'aimerais bien savoir à quel point, par exemple, cette entrevue que nous faisons, est-ce qu'on pourrait considérer que Kevin Lambert est un personnage littéraire, ou est-ce que nous avons le Kevin Lambert? C'est-à-dire, toi qui te mets en scène dans tes romans, j'aurais bien aimé t'entendre un petit peu là-dessus. Mhm. Mais j'aime ça, la question sur l'entrevue puis sur le Oui. statut, disons, des entrevues. Moi, je trouve ça toujours dur parce que, ben, quand on écrit tout ça, on le sait pas. Hein. Tu sais, ça, faut. Tu sais, des fois, ça, on se le fait souvent dire quand on va parler, mettons, dans les cours de cégep, là. Genre, les étudiants, ils pensent que tout ce qu'on leur dit, c'est parce qu'on l'avait pensé, tu sais, puis que c'est comme, on est genre des masterminds de l'explication, puis de la planification. Mais tu sais, ça se passe tout ça à rebours. Tu sais, quand tu écris, tu fais juste y aller. Mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, puis c'est plutôt à ça que je crois, là, qu'il faut y aller, puis qu'après ça, tu peux réfléchir à ce que tu as fait, tu sais. Parce que, en tout cas, moi, je trouve que se regarder écrire, souvent, ça nuit, en fait, à l'écriture, là. Mais, fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme, on recompose une forme de discours après, puis je pense que moi, j'aime ça, les entrevues, parce que ça permet un peu d'éclaircir à moi-même ce que j'ai voulu faire, tu sais, par les questions des gens, par ce que tu imagines que les gens veulent savoir aussi. Ça permet une sorte. Mais en même temps, c'est périlleux, puis tu sais, j'en ai donné beaucoup d'entrevues autour du livre, c'est vrai, puis, mais ça vient à un moment donné que, tu sais, c'est très difficile de ne pas tenir un discours d'autorité par rapport à ce que tu écris. Tu sais, c'est-à-dire que moi, je veux vraiment pas contrôler le sens, tu sais, du livre, mais après ça, on me pose des questions sur le livre, puis j'y réponds, tu sais, sur ce que j'y vois, tu sais. Mais moi, j'ai toujours peur de, 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 de- de- de commander la lecture du livre, tu sais, ou d'orienter la lecture du livre, tu sais, le fantasme de Kundera, c'était un peu ça, hein, c'était genre, tu sais, la seule personne, même de Nabokov, là, Zadie Smith, elle a fait un très beau texte là-dessus, mais sur euh, décider le sens du livre. Tu sais, c'est l'auteur qui décide le sens du livre, puis que le mot final sur le sens du livre. Mais moi, c'est ma plus grande peur, ça. Tu sais, j'ai vraiment pas envie d'avoir le sens, de tenir le sens. Tu sais, mais ça fait partie du jeu, j'imagine. Tu sais, ça fonctionne comme ça, notre monde aujourd'hui. Tu sais, on fait beaucoup d'entrevues et tout. Mais ouais, je sais pas comment pas devenir une sorte de pas, pas adopter de discours autoritaire par rapport au sens, tu sais, de rester mort comme auteur dans tout ça, tu Super, merci beaucoup. sais. Super, merci Eric. Encore Kevin. Donc, je pense que maintenant que on a fait le tour des questions, des angles, de quelques angles qu'on a préparés, puisque j'en ai encore d'autres dans le placard, mais je pense qu'on peut juste demander s'il y a des gens dans le public d'écran qui auraient une question, un commentaire à poser à Kevin Lambert.
Est-ce que quelqu'un aurait une question, intervention? Vous pouvez appuyer sur le symbole de main qui est à gauche, je pense, de l'écran, si je ne m'abuse. Ouais, c'est quand même bizarre de parler à des écrans, mais bon. Peut-être que les gens sont fatigués aussi. Oui, oui. Oui, puis d'ailleurs, Kevin, désolé, on ne calcule jamais exactement combien de temps ça dure. Ah, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Génial. Ne soyez pas gênés si jamais vous avez des questions. Oui. Des questions, quoi que ce soit. Bon, c'est un peu bizarre de lancer ça comme ça, mais bon. Peut-être que tout le monde est parti. On ne sait pas, puis qu'on est juste entre nous, bien tranquille, peinard depuis tantôt. Ouais, c'est ça. On est là. Ah, bon, merci. Mais on a tout compris. Ah, Ok, génial. c'est bon. Ça fait du bien de voir un autre écran pendant un moment. Je me sentais seul un peu. Ouais. Donc, l'ultimatum, je vais laisser encore 10 secondes passer. Okay, désolé, c'est un peu autoritaire, c'est comme ça, je vais dire 15 secondes pour être gentil. Voir si les gens ont une question. Allez-y, ne soyez pas gênés. Ah, Alessio, oui, merci Alessio. Vas-y, on t'écoute. Je me lance. Et avec une question bête, comme qu'est-ce qu'il y a après Querelle? Qu'est-ce qu'on prévoit? C'est une question super bête, désolé. Mais Ben, je travaille sur un roman. Je sais jamais, tu sais, parce que ça me gêne pas d'en parler et tout, mais ça me gêne d'en parler en public. Fait que là, je sais comme pas si, tu sais, qui va voir l'entrevue, qui va. Je pourrais t'en parler one-on-one dans le corridor, tu sais, ça me ferait plaisir, mais je travaille sur un autre roman qui pose les mêmes questions, mais en changeant de milieu, disons. Pour le dire brièvement. Ok, merci. Ouais. Mais je fais une thèse aussi, hein, ça demande du temps, à ce qu'on dit. Oui, d'ailleurs, plus une question comme ça, c'est qu'elle j'aurais dû la poser dès le départ, mais quel est le sujet de ta thèse aussi? Ma thèse, c'est en recherche-création, fait que le nouveau roman, lui que j'écris en ce moment, il est dans le cadre de ma thèse. Mais la partie recherche, ça porte sur. Je travaille sur comme un peu le processus créateur des écrivains, mais des écrivains en particulier qui ont inventé ou qui ont imaginé des livres impossibles ou des livres imaginaires. Fait que, le modèle, ça serait Mallarmé avec le livre, là, dont je me sers beaucoup dans ma réflexion. Puis c'est de penser en fait le rôle de la projection, du fantasme dans l'écriture avec des figures de livres impossibles, puis aussi dans leur... parce que ce que je constate, mon corpus, c'est Mallarmé, Marie-Claire Blais, Victor Lévy-Beaulieu, puis Hélène Sixou. Mais ce que je constate chez les trois, c'est que leur fantasme n'est pas... on pourrait penser que le fantasme est immatériel et de l'ordre du rêve et de l'ordre... Mais chez les trois, le fantasme de roman ou le fantasme du livre à venir, comme dirait Blanchot, il est très physique, il est très matériel, puis souvent, il défait, comme Mallarmé, au fond, il défait le livre comme support, comme on le connaît. Fait que, ce que j'essaie de comprendre, en fait, c'est pourquoi on peut, dans un processus créateur, on peut avoir besoin de fantasmer le livre à faire, un, puis deux, pourquoi ces fantasmes-là, des fois, entrent en collision avec le livre comme support, comme on le connaît aujourd'hui. C'est un mélange de théorie de la création littéraire, d'analyse de texte, puis un peu d'histoire du livre aussi. Je travaille avec Roger Chartier, puis tout ça, Nice. qu'Éric doit connaître quand même. Bon, pas juste Eric, hein, mais oui, nice. Non, je voulais pas réduire ça à Eric, mais parce qu'il a beaucoup travaillé sur le classicisme aussi. Donc, merci Kevin encore pour la réponse. Est-ce que je vais répéter encore ma question? Je vais encore essayer de passer encore 15 secondes. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une aurait une question, intervention, commentaire, critique à l'égard des animateurs aussi? C'est bon. Tant que les gens parlent, on veut que les gens parlent. C'est juste ça, s'il vous plaît. Surtout sur des trucs virtuels, non, c'est important. Même si j'aime beaucoup Deleuze et que parler, ça peut dire que c'était sale, mais c'est important de parler, je trouve. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées ou quoi que ce soit. Donc, Eric, si tu es d'accord avec moi et Kevin, si tu es aussi d'accord avec moi, je pense qu'on peut considérer que l'entretien peut tirer à sa fin. Merci beaucoup pour vos questions, en tout cas, puis pour votre lecture attentive. C'est très généreux. Merci à toi, Kevin, pour tes réponses également généreuses. J'en profite aussi pour remercier
Margot, sans qui on ne serait pas du tout capable Oui, merci Margot. d'enregistrer sans s'angoisser. Donc, merci beaucoup, Margot, de nous soutenir techniquement et de compenser pour notre incompétence virtuelle. Merci.